Ça va, autant que faire se peut dans ce pays difficile. Ah oui, les temps sont très difficiles et maintenant, ça commence à être le cas pour tout le monde avec la Eh guerre en oui, Ukraine. Mais, eh oui, enfin, mais Monsieur vous Dewache, êtes, oui. est-ce que vous identifiez la personne qui vous parle? Bon, Fond Rose, ça me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Bien sûr, ça fait très longtemps parce que déjà là, j'ai 22 ans aux États-Unis. Ça fait Oui, très longtemps. Mais on est là parce que ça n'arrive pas que je passe une journée sans prendre les nouvelles d'Haïti. Il va falloir que je trouve une source pour savoir ce qui s'est passé pour la journée. oui, c'est ça. Et vous êtes dans quel état? Je suis à New Jersey. Oh, d'accord. Et il y a une grande communauté d'Haïtiennes à New Jersey et plus Oui, particulièrement, je pourrais dire une grande communauté de Pétionvillois et surtout oui, des gens de Duplan. Vous connaissez Duplan très, très bien. absolument, absolument. Oui, Voilà. oui. Donc, Oui, Monsieur Desroches, je sais que vous avez beaucoup d'expérience dans la société haïtienne, même si vous n'avez pas été toujours un politicien, mais quand même, vous connaissez les rouages de ce qui se fait à Port-au-Prince. oui. Voilà pourquoi, quand ça va très mal, moi-même personnellement, je pense toujours à des personnalités comme vous et je me demande combien est grand le désarroi chez vous pour voir que la société haïtienne s'écroule et s'en va dans cet abîme que nous ne connaissons même pas où ça va s'arrêter. Donc, la question que j'aurais aimé vous poser pour commencer cette interview, c'est surtout sur la situation sociopolitique en Haïti. Euh, pour ce mois-ci, on a donc rallumé les accords à Port-au-Prince, que ce soit les accords de Montana ou quelque part à Port-au-Prince. Et le Premier ministre-président, M. Ariel Henry, semble qu'il veut négocier avec ces gens et les auteurs de ces accords. Pensez-vous que nous allons avoir une solution avec M. Ariel Henry au pouvoir et les tenants de ces accords qu'il cherche à négocier avec? Bon, je crois que la situation que nous vivons va obliger les acteurs à trouver une entente entre eux, à trouver un accord entre eux, parce que la situation est vraiment très grave. C'est une situation à la limite chaotique, parce que on peut dire que quelque part, l'État a perdu le contrôle d'une bonne partie du territoire. Et ce sont des gangs armés qui ont le contrôle de ces territoires. Plusieurs départements géographiques dans le Grand Sud sont coupés pratiquement de Port-au-Prince, de la capitale, et voilà que le Nord menace aussi d'être coupé. Donc c'est une situation très grave qui bloque l'économie du pays, qui risque même d'asphyxier Port-au-Prince, etc. Et en plus de cela, au cours de ces dernières années, les transferts qui venaient de la diaspora augmentaient, tandis que depuis quelque temps, ça a tendance à diminuer. Donc la crise économique va être encore plus grave. Donc il me semble, à entendre les discours des uns et des autres, qu'il y a une humeur un peu plus favorable à une entente. Les tenants de l'accord de Montana étaient très intransigeants, on pourrait dire, sur des détails. Maintenant, j'entends un discours qui, n'est-ce pas, laisse croire qu'il serait beaucoup plus enclin à trouver un accord. D'un autre côté, le Premier ministre
ministre lui-même, il a fait en tout cas un geste qui va dans le sens peut-être d'un dégel, n'est-ce pas, la visite qu'il a rendue, n'est-ce pas, à Madame Magali Komo-Denis. Donc, ce sont quand même des signaux positifs. Maintenant, l'un des problèmes à résoudre, c'est qu'on ne peut pas avoir deux processus parallèles. Effectivement, il y a un comité de médiation qui a commencé un travail, qui a rencontré pas mal de partis politiques, de groupements politiques, qui a rencontré le Premier ministre aussi, qui poursuit un processus de médiation. Il faudrait que les deux processus se rencontrent, parce que dans un même pays, là où il y a déjà tellement de confusion, on ne peut pas supporter deux processus parallèles. Il revient au Premier ministre qui appuie, d'après le discours qu'il a fait le 18 mai, le processus, n'est-ce pas, de médiation. Il lui revient aujourd'hui d'harmoniser tout cela pour que tout ceci constitue un seul et même processus de dialogue. Bon, comme vous le disiez, espérons qu'on aura une solution parce que je pense que maintenant, ce n'est pas seulement les Haïtiens en Haïti qui souffrent de la situation. Nous, dans la diaspora aussi, à certains niveaux, nous sommes en train de marcher la tête baissée, surtout avec l'assassinat du président Jovenel. Mais cet assassinat, M. Desroches, ça nous montre que vraiment, à Port-au-Prince, comme l'avait dit Raymond Dumas, la transition n'en finit pas. Maintenant, selon vous, quand est-ce vous pensez que les élections seront possibles en Haïti? Car nous le savons tous, c'est ce qui doit aider à débloquer la situation à Port-au-Prince, c'est ce qui doit nous aider à sortir de la crise. Bon, il y a une condition indispensable pour que ces élections aient lieu, c'est qu'un climat sécuritaire puisse être établi en Haïti, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Depuis quelque temps, on voit qu'il y a quand même certains efforts qui sont réalisés par la police nationale. Ils sont en train de traquer les 400 marosos, les chiens méchants, etc. Il y a un certain nombre de gens qui sont neutralisés, qui sont arrêtés, et même les États-Unis apportent son concours. Quand ce fameux monsieur Yon a été extradé vers les États-Unis, et d'après les nouvelles que j'ai eues aujourd'hui, il paraît que membre des 400 Maroso assez influent a été arrêté en République dominicaine. Bref, tout le monde s'y met. Je pense que ils vont quand même pouvoir avancer. Cependant, ceci prendra un certain temps parce qu'on sait que la police nationale, elle est faible. Elle est faible en effectif. On n'a pas le taux, si vous voulez, qu'il faut pour une population de 12 millions d'habitants. Et en plus de cela, il y a beaucoup de problèmes institutionnels, pas de respect souvent de la hiérarchie, un manque disons, les conditions de travail des policiers ne sont pas vraiment acceptables. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de grogne et aussi il y a également un manque terrible d'équipement parce que tout le budget souvent passe dans le fonctionnement et il n'y a pas beaucoup d'investissements qui se font, n'est-ce pas, pour acheter les équipements, pour améliorer les infrastructures, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Et malheureusement, l'armée d'Haïti est encore embryonnaire, alors que les situations qui se posent, qui se développent en Haïti, ne peuvent pas trouver de solution au niveau de la police. Ce sont des situations qui sont de l'ordre, n'est-ce pas, d'une force militaire.
parce que les bandits sont lourdement armés, ils ont une puissance de feu assez conséquente, et là, il aurait fallu avoir des gens aguerris qui ont été formés pour cela, et les gens capables, une fois qu'ils ont commencé à chasser les bandits, ils soient capables d'occuper le territoire, ce qui est, n'est-ce pas, la responsabilité d'une armée. Donc, les problèmes sont énormes. Il est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'assistance donnée par plusieurs pays. Les pays, semble-t-il, ont constitué un basket fund, un fonds commun pour aider Haïti dans ce domaine. J'espère que tout ceci va apporter des fruits, mais ça demande aussi que la population participe, n'est-ce pas? Qu'il y ait non pas des brigades de vigilance, mais des comités de surveillance, n'est-ce pas, pour éviter que les bandits ne se déplacent d'un point à un autre et ne reconstituent des menaces pour la population dans d'autres endroits. Alors, si je vous prends au mot, vous dites afin que les bandits ne reprennent pas le contrôle de la situation. Est-ce que cela veut dire que nous avons un répit maintenant à Port-au-Prince avec les bandits? Non, 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 il n'y a pas encore de répit véritablement. Bon, on a connu une situation terrible au niveau de la plaine du cul-de-sac, au niveau de la Croix des Bouquets, au niveau de la Croix des Missions, etc. Ça s'est un peu calmé parce que la police est intervenue, avec d'ailleurs le concours de l'armée, mais jusqu'à présent, les gens ont encore peur. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne quittent pas leur maison, il y en a beaucoup qui sont allés ailleurs, qui ne sont pas revenus. Bref, les gens vivent dans une très, très grande inquiétude. Mais il faut que la police soit en mesure, une fois qu'elle a commencé une opération, d'aller jusqu'au bout et d'occuper le territoire. Mais malheureusement, ces effectifs, or, actuellement, ce qui se passe, c'est que l'effectif est en mode de réduction parce que beaucoup de policiers sont découragés par les conditions de travail, par les conditions de vie, et aussi parfois par les salaires, par les conflits internes qui existent au sein de la police nationale, et certains quittent le pays et tout cela. Et aussi, il faut dire que la classe politique a un grand rôle à jouer dans tout cela. C'est qu'il y a des groupes, des clans, n'est-ce pas, qui se battent, qui d'ailleurs financent ces groupes armés. Il y a également des brasseurs d'affaires, je dirais, n'est-ce pas, contrebandiers, trafiquants de drogue et autres, qui soutiennent aussi ces bandits. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée. Compliqué, c'est vrai. Maintenant, suivant ce que vous venez de dire, il semble que les élections, ce ne seront pas pour demain. Mais quand même, si nous devons espérer pour le mieux, quand les élections se feront, pensez-vous qu'on aura la participation cette fois-ci de la diaspora? Bon, cela demande quand même des préparatifs, n'est-ce pas? D'abord, il faudrait que nous ayons certains changements constitutionnels. Certaines personnes pensent qu'il faut un remaniement, il faut un amendement, il faut même une révision de la Constitution. D'autres pensent qu'on n'aura pas le temps de faire cela. Bref, il faut qu'il y ait une décision dans ce sens-là et que véritablement, il y ait des dispositions constitutionnelles pour cela. Et non seulement des dispositions constitutionnelles, mais des lois d'application pour savoir comment concrètement cela va se faire. Il y a également des dispositions administratives qui doivent se prendre pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si on arrivera, n'est-ce pas, véritablement à résoudre tous ces problèmes pour qu'il y ait une participation effective
de la diaspora, n'est-ce pas, à titre, n'est-ce pas, d'électeur ou à titre de candidat. C'est toujours possible à partir du moment où il serait sur le terrain, n'est-ce pas, depuis quelques années. Bon, selon ce que vous venez de dire, là, c'est pas une chose facile parce qu'on n'a pas un parlement. S'il faut amender la Constitution, on n'a pas un organisme capable de faire ce travail sans le Parlement haïtien. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver, peut-être même pour... Je dis peut-être parce qu'il y a des forces qui agissent en Haïti qui font ce qu'ils veulent lorsqu'ils veulent le faire. Donc, en ce sens, je peux dire que euh, la participation de la diaspora, c'est pas pour demain. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, on avait un parlement en place, on n'a rien fait pour cela. Maintenant, étant donné que vous êtes de la société civile, d'ailleurs vous êtes le président directeur d'une organisation appelée Initiative de la société civile, euh, à cause de tous les problèmes que nous savons que la société haïtienne confronte, l'insécurité, la cherté de la vie, pensez-vous que la société civile haïtienne est prête maintenant pour les prochaines élections qui doivent réaliser dans le pays? Bon, je dirais que une fois le problème de sécurité résolu, même si ce n'est pas une solution à 100%, mais une fois ce problème résolu, je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut aller aux élections. Ou du moins, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui pensent qu'il faut une transition de 24 mois, une transition de 2 ans pour essayer de changer le système. Personnellement, ce n'est pas mon point de vue, parce que je pense que pour changer le système, pour réorienter le pays, il faut un pouvoir légitime. Des gens qui ont été aux urnes, qui ont un mandat clair de la part du peuple pour pouvoir faire quelque chose. Parce que tout gouvernement provisoire aujourd'hui, sauf s'il est vraiment consensuel, sera contesté par l'opposition et tout ce qu'il va faire va être contesté. Et parfois même, il arrive que les gouvernements provisoires prennent des dispositions, prennent des mesures qui ne tiennent pas, qui sont contestées, qui sont annulées une fois que ces gouvernements partent. Tandis que s'il y a, n'est-ce pas, un gouvernement légitime, issu des urnes, là, ces actes ont beaucoup plus de chances, n'est-ce pas, de durer. Donc, moi, personnellement, je pense qu'une fois la sécurité établie, il faut se préparer pour aller aux élections. Naturellement, je crois que l'une des grandes faiblesses que nous avons actuellement en Haïti, c'est aussi la faiblesse des partis politiques. Vous avez une pléthore de partis politiques, les uns plus faibles que les autres, souvent sans programme, souvent sans politique publique, souvent sans cadre formé véritablement. Donc, il faut un renforcement des partis politiques. Naturellement, si nous avons quelques leaders qui le comprennent, si nous avons quelques leaders qui sont conscients de la nécessité de ce renforcement, au lieu de détruire les dispositifs qu'ils auront mis en place pour arriver au pouvoir, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils devraient au contraire consolider, n'est-ce pas, ces partis, consolider, n'est-ce pas, ces formations politiques pour en faire de véritables partis politiques avec des cadres bien formés, avec, n'est-ce pas, des programmes et tout cela. Maintenant, l'autre chose aussi qui est un grand problème par rapport aux élections, c'est la trop grande influence des milieux d'affaires dans la politique.
parce que tout devient une affaire d'argent, tout devient une affaire de gros sous, et quand les gens investissent dans la campagne électorale, ce n'est pas de façon bénévole, ce n'est pas de façon désintéressée, c'est en général pour avoir des avantages, c'est en général pour bénéficier de privilèges, de contrats, etc. Ce qui signifie que les politiques, qu'elles soient commerciales, fiscales ou économiques, sont dictées par certains milieux d'affaires qui souvent ne sont pas des milieux licites véritablement, mais parfois des milieux même occultes et qui rentrent dans une sorte d'économie criminelle même, et tout ça. Donc ça, c'est aussi un problème, et c'est pour cela qu'il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de regroupements de partis politiques pour constituer une vraie force à l'intérieur du pays, une force nationale qui puisse mobiliser les votes des électeurs plutôt que ce soit les forces de l'argent qui, en payant 500 gouttes, 1000 gouttes à des électeurs, n'est-ce pas, arrivent à obtenir un certain nombre d'élus à des postes clés. À Port-au-Prince et également à l'étranger, votre organisation et vous-même personnellement, certaines gens disent que vous représentez la société civile. À ce niveau, que fait votre organisation pour aider le peuple haïtien à sortir de ce problème? Par exemple, les élections dont nous parlons, comment votre organisation va s'y prendre pour aider le peuple haïtien à pouvoir faire des choix selon leur conscience? Bien. Vous savez que ces jours-ci, nous travaillons de plus en plus en consortium, c'est-à-dire en regroupement d'organisations. C'est ainsi que l'initiative de la société civile fait aujourd'hui partie d'un consortium qui s'appelle OCID, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Et cet observatoire travaille dans 4 directions. D'abord, nous encourageons la participation citoyenne. Ensuite, nous suivons les processus politiques. Nous suivons également la compétition politique, et c'est pour ça que depuis l'existence de ce consortium et même depuis l'existence de l'ISC, nous avons toujours fait de l'observation électorale. Vous savez qu'actuellement, avec le concours du National Democratic Institute, le NDI, nous avons mis au point, enfin, ils ont mis au point une méthode qu'on appelle Sample-Based Observation, c'est-à-dire une observation systématique qui repose sur un échantillon. Et par exemple, je peux vous dire que lors des dernières élections présidentielles qui a amené M. Jovenel Moïse au pouvoir, eh bien, à 11 heures du soir, nous avions déjà les résultats pour les 8 premiers candidats à la présidence, à quelques centièmes près. C'est une méthode qui a fait ses preuves à travers le monde, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays. Et si vous avez un échantillon, et celui qui a élaboré cet échantillon est un ancien professeur de Harvard University, professeur de statistique à Harvard University, vous imaginez, c'est pas n'importe qui. Ce sont les meilleurs du monde. Ah oui, et qui actuellement est professeur de sciences politiques à Toronto University. Donc c'est une sommité, c'est lui qui a mis au point cette méthode. Et quand nous avons les élections, il est là pour nous aider, n'est-ce pas, du point de vue, si vous voulez, scientifique, à faire un travail correct. Donc, nous avons la capacité aujourd'hui de faire une observation électorale scientifique fiable. Mais ce que nous avons fait, le plus important au cours de ces dernières années, il y a 2 ans, nous avons mis au point une formation où nous avons formé en ligne
1000 cadres, des cadres de partis politiques et des cadres de la société civile en socialisation politique, pour leur montrer ce que c'est que la démocratie, le rôle des différents organes de la démocratie, des différentes institutions, le Parlement, l'exécutif, etc., etc. Nous avons eu donc un millier de participants, de cadres, qui non seulement ont suivi ces cours, mais ils ont passé des examens, ils ont eu leur certificat, et nous avons eu des professeurs de haut niveau. Et docteur Sauveur Pierre-Étienne était l'un de nos professeurs, docteur Ricardo Augustin, vice-recteur de l'Université Notre-Dame, était un des professeurs, le vice-recteur de l'Université d'État d'Haïti, Hérol Toussaint, a été un de nos professeurs, Madame Danielle Saint-Lô, votre serviteur, M. Abdenel Doudou, etc., des professeurs vraiment qualifiés qui les ont formés. Et cette année, nous avons eu une deuxième formation où nous avons eu plus de 800 participants. Et cette fois, c'était sur les politiques publiques. Parce que vous savez, les politiques publiques, c'est une notion qui souvent n'est même pas connue des membres de partis politiques, des cadres de partis politiques. Là encore, nous avons formé des cadres de partis politiques, des membres d'organisations de la société civile en politique publique. Nous avons choisi 3 domaines. Le premier domaine, c'était la sécurité et l'état de droit. Le deuxième domaine, c'était la lutte contre la corruption et l'impunité. Et le troisième domaine, c'était l'énergie. Là encore, nous avons eu des professeurs de très haut niveau. Le professeur James Boyard, qui est un ancien de l'École nationale d'administration de France, qui est un spécialiste en questions de sécurité publique et relations internationales. Nous avons eu le docteur Jean Jumeau, un ancien ministre de l'énergie. Nous avons eu Madame Maître Dilia Lemaire, qui a été un ancien membre du CSPJ, c'est-à-dire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Eh bien, nous avons eu près de 800 qui ont été formés en politique publique. Et l'année prochaine, nous allons, et toujours avec le concours du NED, c'est-à-dire le National Endowment for Democracy, n'est-ce pas, nous allons continuer l'année prochaine cette formation, mais plutôt dans le domaine de l'économie. C'est-à-dire, par exemple, nous aurons une formation sur la politique fiscale, sur la politique commerciale, sur la politique industrielle, n'est-ce pas? Et nous aurons également une formation pour la mise en place du budget programme, parce que jusqu'à présent, l'État haïtien continue à avoir un budget moyen, c'est-à-dire c'est les moyens qu'on met vos salaires pour immobilisation et autres, mais on n'oriente pas les ressources budgétaires vers des programmes véritablement. Ouais, voilà ce que nous faisons, parce qu'il faut aujourd'hui préparer une autre classe politique, une autre classe de citoyens et de citoyennes qui soit imbue de ce qu'est la démocratie. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, M. Dumas, qui parle de la transition qui n'en finit pas. Mais si la transition n'en finit pas, c'est qu'on a adopté un régime démocratique, mais la culture démocratique, malheureusement, n'existe pas chez nous, n'est-ce pas, au niveau de notre élite, que ce soit au niveau de la classe moyenne, que ce soit au niveau du peuple. C'est pour cela d'ailleurs que jusqu'à présent, n'est-ce pas, c'est la violence qui mène la politique, n'est-ce pas? Le levier le plus important de la politique, c'est la violence. C'est pour cela que beaucoup de politiciens entretiennent des gangs pour contrôler les territoires et pour leur amener, n'est-ce pas, des populations de ces territoires pour voter pour eux et pour empêcher à leurs compétiteurs, n'est-ce pas, d'entrer dans ces territoires. Donc, on n'a pas encore remplacé la violence qui a dominé la politique depuis 1804, n'est-ce pas, depuis notre émergence comme nation jusqu'à ce jour, c'est la violence qui l'emporte. Et donc
Maintenant, quand les gens seront mieux formés, ils auront une socialisation politique, auront des connaissances, et ce sont souvent des jeunes qui ont leur maîtrise, qui ont leur licence et autres. Eh bien, nous espérons qu'ils deviendront des leaders pour, n'est-ce pas, introduire, n'est-ce pas, les principes et les valeurs démocratiques dans la population haïtienne. Voilà, c'est un grand travail que vous faites, Monsieur Desroches. Mais parlant de la violence, de la situation en Haïti, de ce que vous faites au sein de la société civile, comment vous voyez le rôle de la communauté internationale en Haïti? Le rôle qu'elle joue est-elle une bonne chose pour le pays? Bon, écoutez, je dirais qu'il y a des choses valables qui sont faites, par exemple au niveau de la coopération, tout ce dont je vous parle, qu'il s'agisse des méthodes, des techniques pour l'observation électorale, qu'il s'agisse de l'appui pour faire de la formation en politique et autres, eh bien, sans la communauté internationale, ça aurait été impossible de le faire parce que notre élite économique n'a pas encore compris la nécessité de faire cela. Et il préfère investir, il faut le dire, malheureusement, encore une fois, dans la violence, n'est-ce pas, pour pousser certains de leurs candidats au pouvoir, plutôt que d'aider, n'est-ce pas, le peuple haïtien à, n'est-ce pas, se former politiquement. Même les partis politiques, ils ne les forment pas. Ils n'investissent qu'au moment de la campagne électorale. D'accord? Mais ils ne financent pas. Par exemple, en République dominicaine, eh bien, les hommes d'affaires, les entreprises financent les 2 ou 3 ou 4 grands partis politiques qui existent. D'ailleurs, parfois, même certains partis haïtiens ont du financement de la République dominicaine pour leur fonctionnement. Les Haïtiens n'ont pas encore compris cela. Vous voyez? Donc, la communauté internationale fait certaines choses qui sont valables. Maintenant, il faut toujours se le dire, la communauté internationale, quelle qu'elle soit, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit la France, le Brésil, ils ont aussi des intérêts. Et ils défendent leurs intérêts, n'est-ce pas? Et certainement leurs intérêts. D'ailleurs, l'autre jour, le chargé d'affaires, M. Merten, l'a rappelé. Eh bien, ils sont là, ils sont payés, les ambassadeurs, pour défendre les intérêts de leur pays et pas les intérêts du pays hôte. Bon, quelquefois. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ils ont leur façon de voir leurs choses, ils ont les choses, ils ont leurs valeurs, et parfois ils ne tiennent pas suffisamment compte de la mentalité haïtienne, que parfois ils ne comprennent pas toujours, et c'est pour ça qu'il leur arrive de faire des erreurs. Parce qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de la mentalité haïtienne. Mais vous savez, pour que les choses réussissent, il faut qu'il y ait coopération. Comme on le dit souvent, il faut être 2 pour danser le tango, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle avoir lu le livre de Joaquim Balaguer, l'ancien président, n'est-ce pas, dominicain, malheureusement de regretter mémoire, qui disait que le développement de la République dominicaine a commencé avec l'occupation américaine. Ils ont pris, n'est-ce pas, ceci comme un appui pour lancer un certain développement. Nous avons une culture qui résiste, n'est-ce pas? Nous ne savons pas profiter peut-être de certaines opportunités économiques qui nous sont offertes, car je pense que si nous avions profité de certaines opportunités économiques, nous ne serions pas dans l'état de misère où nous sommes. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens capables de comprendre les valeurs occidentales qui sont basées sur la concurrence, sur la compétition, sur la science, le savoir, la technologie, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas tellement le cas chez nous.
Chez nous, on reste encore très attaché à une culture littéraire, pas tellement scientifique, pas tellement technique, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de mal à nous insérer dans le 21e siècle. Oui, c'est vrai. Maintenant, Monsieur Desroches, vous avez été professeur, vous avez été ministre de l'Éducation nationale à plusieurs reprises. Une fois. Une fois. Ouais, Vous avez ouais. été ministre 2 fois. Non, une seule fois. Une seule fois. OK. En 86. 86. Et Ouais. maintenant, vous êtes le fondateur et président, directeur général de l'initiative. Je suis seulement directeur exécutif. Oh, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Ouais. Maintenant, pour nous quitter et pour terminer cette interview, Monsieur Desroches, j'aurais aimé que vous nous dites, ou bien vous nous expliquez 2 expériences, l'une positive et l'une négative avec la société civile haïtienne, c'est-à-dire 2 expériences, l'une bonne expérience, l'une mauvaise expérience que vous avez faite en travaillant pour le peuple haïtien, car vous travaillez toujours pour le peuple haïtien. Dès que vous avez été prédicateur de l'Évangile, professeur du Collège Bud, directeur du Collège Bud et ministre de l'Éducation nationale, et maintenant directeur de l'initiative de la société civile qui fait un travail très important au sein de la communauté haïtienne. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Desroches, 2 expériences, une mauvaise et une bonne expérience que vous avez eue avec la société civile haïtienne? Bon, eh bien, je vais commencer par la bonne, n'est-ce pas? Vas-y. Nous avons fait beaucoup de formations, ceci dès le début de l'initiative de la société civile. Nous avons formé dans toutes les communes du pays, n'est-ce pas, des gens dans différents domaines, pour d'abord apprendre ce que c'est que la société civile. Aujourd'hui, vous verrez que c'est un concept qui est relativement bien assimilé et on retrouve des gens qui ont des initiatives, n'est-ce pas, de regroupement en société civile un peu partout. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait ce travail, mais la contribution que nous avons apportée pour mettre sur pied une société civile consciente de ses responsabilités, et bien, je crois que ça a été une bonne expérience, une expérience quelque part réussie. Ça, c'est, si vous voulez, bon, on pourrait multiplier les exemples. Nous avons, avec d'autres, bien entendu, accordé beaucoup d'importance au budget national que nous avons toujours analysé, etc. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde commence à s'intéresser au budget national, etc. Ce sont des expériences réussies. Il y a des expériences, je ne dirais pas que ce sont des échecs, mais alors, qui laissent parfois un goût un peu amer, n'est-ce pas? Et c'est que vous essayez de faire quelque chose de bien, mais ceci n'est pas toujours compris. Et beaucoup de gens essaient de dénaturer, n'est-ce pas, ce que vous faites. Je prends l'expérience, n'est-ce pas, de l'amendement constitutionnel. N'est-ce pas, vous vous rappelez que à la fin, n'est-ce pas, du mandat de Préval, n'est-ce pas, du président Préval, eh bien, on avait fait un amendement constitutionnel. Malheureusement, certains parlementaires ont introduit des changements, n'est-ce pas, dans le texte qui avait été voté. Et si bien que le président Martelly, à son arrivée, n'a pas voulu publier le texte, promulguer le texte, n'est-ce pas, amendé. Eh bien, au niveau de la société civile, nous avons protesté parce que nous disons, ce n'est pas possible. Maintenant, nous n'avons plus la Constitution de 1987 parce qu'elle a été abrogée et la nouvelle Constitution n'est pas encore promulguée. C'est comme si vous êtes dans un pays sans charte fondamentale. Ce n'est pas possible.
le président Martelly, n'est-ce pas, a eu un entretien avec les signataires de cette protestation et il a convenu, n'est-ce pas, que, au niveau du groupe de la société civile, vous pouvez travailler pour restituer ce qui avait été voté véritablement. Et là, une petite équipe, nous étions 3 ou 4, et par chance, à ce moment-là, l'USAID avait financé un dispositif pour enregistrer toutes les séances, n'est-ce pas, en Assemblée nationale. Et nous avons pu avoir, jusqu'à présent, je les ai, n'est-ce pas, à mon bureau, tous les CD qui ont enregistré, n'est-ce pas, toutes les séances en Assemblée nationale pour le vote de la Constitution amendée. Eh bien, chaque fois qu'il y avait un problème, une différence entre ce qui avait été soumis au président Martelly et ce qui est censé avoir été voté, eh bien, nous avons été à la source, nous avons entendu ce qui avait été voté. Nous avons eu aussi la chance de travailler avec la secrétaire de l'Assemblée nationale, Madame Boyer, qui avait fait, n'est-ce pas, avec son équipe, n'est-ce pas, un relevé verbatim, n'est-ce pas, de tout ce qui avait été dit. Nous avons comparé et nous avons restitué avec la plus grande rigueur, avec la plus grande intégrité, ce qui avait été voté. Et moi-même, votre serviteur, j'ai pris le soin pour chaque point où il y a eu un problème, une confusion, de dire comment, n'est-ce pas, nous avons été à la source et nous avons restitué. Et c'est au point que ce texte, n'est-ce pas, non seulement la Constitution amendée, mais ce relevé, n'est-ce pas, a été publié dans le Moniteur, etc., etc. Bon, voilà un travail citoyen que nous avons fait, mais vous savez, là, beaucoup de gens vous disent, n'est-ce pas, que on a manipulé les élections, pas les élections, on a manipulé la Constitution, etc., etc. Donc, autrement dit, vous faites quelque chose, et d'ailleurs, ce que nous avons fait, n'est-ce pas, a été promulgué, n'est-ce pas, confirmé par les 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, n'est-ce pas? Mais vous avez toutes sortes de gens qui racontent toutes sortes de choses. Ce n'est pas un échec, on ne regrette pas, d'autant plus que dans cet amendement, il y a, n'est-ce pas, la question de la double nationalité qui a été en quelque sorte confirmée, alors que ce n'était pas le cas dans la Constitution de 87. Il y a des avancées, nous ne regrettons pas le travail, mais c'est non seulement l'incompréhension, mais parfois la méchanceté et la mauvaise foi de certains politiciens qui disent n'importe quoi. C'est ça. Et ceci a été fait sous quelle présidence? La présidence de Martelly ou Jovenel Moïse? Non, non, sous la présidence de Martelly, c'était Préval avait fait, n'est-ce pas, à la fin de son mandat, l'Assemblée, n'est-ce pas, nationale qui a voté et il y a eu la ratification. Maintenant, il fallait que ceci soit promulgué par le président Martelly à son arrivée, mais vu qu'il s'est trouvé devant 2 textes qui n'étaient pas identiques, eh bien, il a accepté que la société civile, avec un de ses conseillers, en la personne de M. Enex Jean-Charles, n'est-ce pas, qui a travaillé avec nous, qui a validé ce que nous avons fait. On l'a fait pour la République bénévolement, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas toujours été compris. Maintenant, M. Desroches, tout en vous remerciant pour cette interview, parce que cette interview va rester pour l'histoire. Parce que ce qui se parle maintenant à Port-au-Prince, même sur les antennes des radios et des stations de télévision, on pourrait dire que c'est des choses de tous les jours, mais on ne parle pas vraiment ce qui peut aider à changer la société haïtienne. Maintenant, petite question éclair avant de partir. Est-ce que vous pensez que nous aurons une justice pour Jovenel Moïse? Bon, écoutez, je crois que
La justice haïtienne s'est montrée jusqu'ici défaillante. On n'a même pas un juge d'instruction sur l'affaire. Et la justice américaine a pris la relève. On voit que certains inculpés commencent à être, n'est-ce pas, interrogés, jugés, enfin, interrogés en tout cas. Certainement, je pense que, et on devra aboutir à un certain nombre de condamnations, mais c'est dommage que la justice haïtienne, qui aurait dû se saisir de cette affaire de façon souveraine, s'est montrée tout à fait en dessous de ce défi. Voilà. Monsieur Desroches, encore une fois, merci. Et puis, je sais que vous allez rester au travail comme un vrai soldat à votre organisation, Initiative de la société civile. Maintenant, si vous avez une dernière chose que vous auriez aimé partager avec la communauté haïtienne de la diaspora et même d'Haïti, puisque cette interview va être diffusée sur les ondes à Orlando, à New Jersey, et même sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout le monde qui va pouvoir écouter cette interview. Maintenant, une dernière chose, une dernière parole au peuple haïtien et à la communauté haïtienne de la diaspora pour terminer cette interview. Bon, ce que je dirais, je demanderais aux Haïtiens de la diaspora de continuer à soutenir le peuple haïtien qui est resté sur place, sur le territoire haïtien. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin d'abord de votre aide financière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les transferts ont tendance à diminuer pour des raisons qu'on peut comprendre, mais je demanderai de continuer à soutenir les familles parce que la situation est vraiment difficile. Aujourd'hui, nous avons près de la moitié de la population haïtienne qui est en insécurité alimentaire. Et quand on pense, n'est-ce pas, à toutes ces familles qui ont été déplacées, qui ont perdu tous leurs biens, leurs meubles, etc., qui sont dans une misère encore plus grande, eh bien, continuer à les soutenir. Mais une chose que j'ai aussi souvent demandé, n'est-ce pas, nous avons besoin aussi de votre aide au niveau de la démocratie. Une chose qui est essentielle pour nous. Nous avons besoin de partis politiques forts, de partis politiques avec programme, avec des cadres bien formés. Or, vous avez la chance de vivre dans un pays où tout n'est pas parfait, c'est sûr, les États-Unis. Il y a beaucoup de choses à redire et la démocratie elle-même commence un petit peu à trembler sur ses fondements, n'est-ce pas, avec ce qui s'est passé au Congrès. Mais quand même, vous avez un minimum, je dirais, de démocratie qui fonctionne encore bien chez vous. Eh bien, il faut aider les Haïtiens à faire 2 ou 3 grandes forces politiques avec programmes et autres. N'envoyez pas seulement de l'argent pour les familles, mais contribuez aussi pour le renforcement des partis politiques. Parce qu'il n'y aura pas de véritable implantation de la démocratie, il n'y aura pas véritablement de progrès économique et social sans des partis capables d'implémenter des politiques publiques en économie, en éducation, en santé, sur le plan commercial, etc., s'il n'y a pas des partis capables. Donc voilà un créneau sur lequel vous pouvez vous engager et certainement vous trouverez des organisations haïtiennes qui peuvent vous aider à faire ce travail de renforcement des partis politiques. Tout a été bien dit, Monsieur Desroches. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis, restez au travail et on restera en contact. Merci. Merci, M. Fonrose, pour l'invitation. Ça a été un plaisir et nous restons à votre entière disposition. Merci encore.